Donc voilà, on va passer au cas clinique pour enfoncer le clou du LASIK versus ICL. Donc voilà, ce patient qui avait donc 37 ans, qui est arrivé avec cette réfraction. Donc vous voyez une myopie relativement importante, un œil droit directeur. Tous les paramètres étaient tout à fait bons pour être opéré en LASIK ou en ICL. Mais il était il appréhendait un petit peu d'avoir un implant en chambre antérieure. Il voulait absolument un laser. Et quand je l'ai examiné, il m'a dit: je suis d'accord pour avoir une paire de lunettes de loin pour conduire le spectacle, la télé, etc. À partir du moment où, moi je lui avais vendu moins 2,50, à partir du moment où c'est moins puissant que ce que j'ai maintenant, ça m'ira parfaitement bien. Donc voilà son dossier. J'avais une épaisseur de cornée qui me permettait de faire les deux, soit un LASIK, soit un SMILE, puisque j'étais partie sur une chirurgie cornéenne. Et puis en programmant les deux lasers, c'est-à-dire le LASIK et le SMILE, j'avais une économie tissulaire un tout petit peu plus grande en LASIK, donc j'ai choisi cela, puisque vous savez qu'on enlève à peu près 15 microns par dioptrie en SMILE et un petit peu moins en LASIK. Donc de temps en temps, c'est vrai que je switch vers le LASIK quand je veux économiser un petit peu plus de tissu. C'est vrai qu'à ces dioptries-là, la PKR, même si on a commencé, moi j'ai commencé en 90 le laser, on faisait des Barbara aussi, on faisait des myopies au-delà de 12 en PKR. Mais avec de la mytho, on est quand même très très aidé. Donc je l'ai programmé un Ténéo et le lendemain, on était même un peu surcorrigé par rapport à ce que j'avais. Donc évidemment, le patient était aussi joyeux que ça. Et voilà, donc c'était pour un petit peu enfoncer le clou. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a beaucoup d'études avec des logiciels un petit peu antérieurs sur la comparaison LASIK et ICL. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a même eu une publication à l'ASFO récemment où ils ont montré aussi que pour les myopies en deçà de 12, comme on le disait tout à l'heure, on a un équivalent en aberration optique, en qualité de vision et en résultat réfractif entre le LASIK et l'ICL, même si je continue à mettre des ICL, bien évidemment. Igal, je te passe la parole et on va continuer dans les cas cliniques et on discutera un petit peu après. Allez, donc moi encore un cas d'ICL, une ICL qui va moins bien. Donc c'est un patient que j'ai opéré, il avait donc du coup, vous voyez, 10 dixièmes en pré-op et 9 dixièmes, il avait une grosse myopie, enfin une myopie à -5 avec un gros astigmatisme, donc qui était à 520. En discutant, on a mis plutôt un ICL, c'était un 13,7 en taille. Ça c'est le post-op, Volting il est joli, mon résultat il est super bon, on a même gagné un petit peu en vision sur l'œil gauche qui avait 9 dixièmes, il a 10 dixièmes en post-op, c'est pour ça qu'on gagne un petit peu en vision. Donc ça allait bien. Bon, il revient 1 an et demi plus tard, il se serait pris à un mur en bougeant. C'est pas moi qui vois, il voit une remplaçante. L'autoref, on voit que c'est sur l'œil gauche, on voit qu'il est à +1, -2. Il a quand même 10 dixièmes. Bon, elle lui trouve qu'il y a un teint pigmenté, que l'œil est un peu rouge, il n'y a pas de tension. Ils ont fait un OCT, c'était en place. Elle lui met de l'atropine, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être pour la douleur, et d'Exafri, l'acryphine. Mon patient, il rappelle, il dit qu'il voit flou. On me dit, bon, bah, c'est normal, vous avez de l'atropine, arrêtez l'atropine, vous voyez flou, ça c'est l'atropine. Il va quand même aux urgences à l'hôpital, il faut un fond d'œil, il dit que tout est normal. Et puis, il revient me voir, et puis là, on fait l'autoref. L'autoref, +2, -6. Bah là, du coup, c'est facile de savoir ce qui s'est passé, je vais vous montrer. Et donc là, on voit qu'aussi qu'avec ces aberrations là qu'on a créées, il ne monte plus qu'à 6 dixièmes. Et donc là, on voit, et que l'implant, il est à 90 degrés presque. Et donc en général, quand on a un implant du FAC, on le met à 0. Souvent, il est à 0 plus ou moins 20 degrés. Donc là, c'est sûr que c'était pas bon. Donc je reprends mon calcul initial. Et donc là, on voyait les pigments qu'elle avait vus. Et comme c'est quelqu'un qui ne faisait pas de chirurgie réfractive, probablement qu'aussi aux urgences, il ne faisait pas de chirurgie réfractive, ils ne sont pas posé la question d'un implant qui était retourné. Donc du coup, je l'opère. Donc j'essaie de repasser sur mes incisions. Bon, j'arrive pas, donc je me refais des incisions. Moi, je travaille en bimanuel. Donc là, je mets du visqueux, je mets du visqueux par-dessus, j'essaie de mettre par-dessous, j'arrive à en mettre un petit peu, mais pas énorme. Bon, finalement, ça se tourne quand même assez facilement. Je remets un peu de visqueux quand même. On met plein de visqueux, et on arrive facilement à tourner. Vous voyez, même 1 an et demi après, on voit que c'est plutôt bien. Et donc après, j'aspire le visqueux. Moi, j'aime bien les bimanuels parce que je trouve ça assez doux. Et finalement, vous voyez, c'est assez facile. Ça se fait comme pour la première chirurgie.
Donc après, un mois de la chirurgie, de toute façon, il a hyper bien, il va 10 dixièmes, il ne reste plus d'astigmatisme et ça va plutôt très bien. Et donc là, le vaulting, finalement, il est assez proche du post-opératoire. Et je vous ai quand même mis l'endothélium. Ça, c'est avant d'être opéré, 1900. Et ça, c'est après d'être opéré, 2 fois, 1900. Voilà, 1 an et demi après la chirurgie. Donc, tu vois, pour dire que c'est quand même assez safe pour la cornée. Voilà, je vous remercie. Merci, Igal.